Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Aujourd'hui, on ouvre une série consacrée aux données, les datas, les chiffres, les métriques, les indicateurs, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la HRV, la VO2 max, training load, la glycémie, les zones et les statuts d'entraînement. On vit une époque fascinante. Jamais dans l'histoire du sport nous avons eu accès à autant d'informations sur notre propre corps. Mais il y a une question fondamentale que peu de sportifs se posent vraiment. Est-ce que je comprends ce que mes données mesurent réellement? Parce qu'une donnée mal comprise peut devenir plus dangereuse que l'absence de données. Aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place, scientifiquement, calmement et pédagogiquement. Quand vous regardez une montre, que vous voyez 158 battements par minute, votre montre ne mesure pas votre performance. Elle mesure une réponse cardiovasculaire. Quand vous regardez votre HRV au réveil, donc la variation de fréquence cardiaque, la montre ne mesure pas votre récupération. Elle mesure une variation d'intervalle entre deux battements. Quand vous regardez une VO2 estimée, elle ne mesure pas la consommation réelle d'oxygène, elle extrapole à partir d'un modèle mathématique. Une donnée est toujours une approximation d'un phénomène physiologique complexe. Et c'est là que tout commence. Prenons l'exemple le plus répandu, la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle dépend de votre hydratation, votre température corporelle, votre stress, votre cycle hormonal, votre niveau de fatigue centrale, votre sommeil, votre consommation de caféine, votre état émotionnel. Un triathlète peut avoir une fréquence cardiaque plus élevée simplement parce qu'il dort mal depuis 3 nuits. Une trailleuse peut voir sa fréquence cardiaque augmenter en phase lutéale sans que sa condition physique ait changé. Ou une personne simplement en surpoids ou en situation d'obésité aura une fréquence cardiaque plus élevée à effort équivalent simplement parce que le coût mécanique du mouvement est plus important. La fréquence cardiaque n'est donc jamais une valeur absolue, c'est une valeur contextuelle. Je vous donne un exemple concret. Un triathlète vient me voir, il prépare un Ironman. Sa montre lui indique une baisse de VO2 max estimée. Son statut d'entraînement affiche non productif. Il s'inquiète. On l'analyse. Sa charge de vélo a augmenté, son sommeil a diminué, il est en déficit énergétique léger et son stress professionnel est important. La montre ne ment pas. Elle ne raconte pas toute l'histoire. La baisse de VO2 max estimée n'est pas une perte de capacité. C'est une conséquence transitoire d'un stress global. Si on s'arrêtait aux chiffres, on ferait une erreur d'adaptation. Pour ce qui est de la HRV, donc la variabilité de fréquence cardiaque, elle est devenue un indicateur très populaire. Et elle reflète l'équilibre entre le système sympathique et le parasympathique. Donc elle donne une indication indirecte à la récupération. Mais elle est extrêmement sensible. Chez la femme, elle varie en fonction du cycle. En phase lutéale, la HRV peut naturellement diminuer. En périménopause, les fluctuations hormonales rendent l'interprétation encore plus complexe. Chez une personne en perte de poids, un déficit calorique trop important peut faire chuter la HRV. Non pas parce que l'entraînement est mauvais, mais parce que le système nerveux perçoit un stress énergétique. Une HRV basse n'est pas toujours un signe d'erreur, c'est un signal. Un signal doit donc être interprété. De même, les capteurs de glycémie. Les capteurs de glycémie en continu, ils mesurent le glucose interstitiel, pas le glucose sanguin instantané. Il existe un délai entre les deux. Chez un athlète d'endurance, la glycémie, elle fluctue selon l'intensité, la durée, le niveau d'entraînement, la flexibilité métabolique ou le statut hormonal. Une femme en phase folliculaire peut avoir une meilleure sensibilité à l'insuline qu'en phase lutéale. Et un sportif en surcharge peut présenter une variabilité glycémique accrue. Un chiffre isolé ne signifie rien sans le contexte métabolique. Pour ce qui est des zones d'entraînement, elles sont basées sur des transitions métaboliques, c'est-à-dire une zone basse d'intensité à dominance lipidique, avec une adaptation mitochondriale et un développement de la base aérobie.
la zone intermédiaire avec une augmentation de la contribution glucidique, et la zone haute intensité qui a dominance glycolytique, donc avec la glycolyse. Mais ces zones ne sont pas fixes. Chez une personne en situation d'obésité, la zone lipidique peut se situer à une fréquence cardiaque différente. Chez une femme en phase hormonale différente, le métabolisme énergétique varie. Chez un trailer fatigué, la zone 2 physiologique peut dériver vers la zone 3. Donc les zones ne sont pas universelles, elles sont individuelles. Il faut donc les définir. Par contre, ce que les datas ne mesurent pas, c'est la qualité du mouvement, la biomécanique, les compensations, la posture, la coordination, la douleur. Et un athlète peut avoir une charge parfaite, une HRV stable, une VO2 max en hausse et développer une tendinopathie parce que sa mécanique s'altère. C'est pour cela que le terrain reste essentiel. Chez OD Academy, nous utilisons les datas, mais nous ne les subissons pas. Nous les confrontons au ressenti, à l'analyse biomécanique, aux tests ventilatoires, au contexte hormonal, au métabolisme et au mode de vie. Une montre ne décide jamais, elle informe. Et l'expertise consiste à relier le chiffre à la physiologie réelle. Donc, les datas sont des outils extraordinaires, mais elles doivent servir à la compréhension, à l'adaptation, à la progressivité et à la longévité. Un chiffre n'est pas une vérité, c'est une hypothèse physiologique. Dans les prochains épisodes, nous allons entrer dans le détail sur les seuils ventilatoires, les vraies zones, la glycémie, les algorithmes de Garmin et la charge réelle. Parce que comprendre les datas, c'est reprendre le contrôle de son entraînement. Et c'est exactement l'ADN de Science et Mouvement. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.